Alors, bienvenue à toutes. Merci d'avoir accepté cette invitation qui a été initiée par Neila Chikri, qui est une féministe allemande, mais aussi algérienne d'origine, et qui, avec sa partenaire, donc Rebecca, ont souhaité réunir quelques femmes, quelques féministes qui partagent les mêmes préoccupations, mais aussi les mêmes aspirations, c'est-à-dire celui d'un monde où il n'y aura plus d'injustice à l'égard des femmes. Peut-être un jour, on en est loin malheureusement, et donc il va falloir peut-être travailler pour y parvenir. Alors merci Naïla pour ton invitation. Sont réunis aujourd'hui Leïla Lesbet qui nous vient donc du Québec, qui a une longue route, disons, dans le féminisme. D'abord en Algérie, où elle a milité donc pour les droits des femmes, mais aussi contre le code de la famille, et au début des années 90, lorsque l'islam politique donc a fait donc une montée fulgurante et s'est positionnée donc sur l'échiquier politique. Donc elle habite au Québec depuis le tout début des années 2000, où elle milite ardemment pour les droits des femmes, mais aussi pour la laïcité. Alors bienvenue Leïla, merci d'être là. Nous avons également Malika Hardim, donc qui est d'origine marocaine, qui est belge et qui a accueilli chez elle tout au long de ces 20 dernières années des jeunes femmes qui étaient perdues, qui étaient dominées, écrasées dans leur famille, sous tutelle d'un mari violent, d'un père, d'un frère, et qui était aussi totalement abandonnée par la société parce que elle ne pouvait pas trouver de l'aide ou elle n'arrivait même pas donc à appeler au secours. Et donc Malika a découvert tout un monde en tout cas qu'elle avait elle-même déjà aussi disons, elle s'était familiarisée, avec lequel elle s'était familiarisée, puisque elle a grandi à Molenbeek, sa famille vient de Molenbeek, et donc toutes ces problématiques donc du patriarcat donc au sein des communautés immigrantes et des communautés nord-africaines, elle les a donc particulièrement, disons, elle aussi subies durant son enfance, son adolescence et même durant sa vie de femme adulte. Donc, nous avons créé avec Malika le collectif Laïcité Allah il y a à peine 1 an et demi, avec plusieurs autres membres, camarades, donc de culture persophone, turcophone, arabophone, berbérophone, des croyants et des non-croyants, espérant offrir une voie laïque et humaniste, universaliste, à ces personnes ayant un héritage musulman. Shala Shafik, que je connais depuis aussi très longtemps, donc nous vient d'Iran, ce pays qui nous a fascinés donc pour son histoire, pour sa culture, pour son apport à l'humanité, et ce pays qui nous a aussi beaucoup préoccupés au début des années 80 avec la révolution islamique iranienne. Shala est aussi française puisqu'elle s'est exilée donc en France en 1982. Elle est sociologue de formation, elle a écrit plusieurs ouvrages, elle s'intéresse à la question de l'idéologie de l'islam politique, c'est-à-dire une idéologie totalitaire sur laquelle donc elle a beaucoup réfléchi, écrit, pris la parole. Et elle ne cesse aussi de croiser son regard, évidemment, d'iranienne avec son regard de française, mais aussi son regard universel. C'est pourquoi elle a revisité l'œuvre de Simone de Beauvoir et elle en a fait une iranienne. Elle a fait de Simone de Beauvoir une iranienne ouverte sur le monde et ouverte sur l'universel.
Pour ma part, je m'appelle Jamila Ben Habib. J'habite en Belgique. J'allais dire j'habite au Québec, mais non, c'est plus le cas. J'habite en Belgique depuis septembre 2019. Je travaille pour le Centre d'action laïque et j'ai initié, donc avec Malika et plusieurs autres, le collectif Laïcité Yallah. Je suis politologue de formation et j'ai écrit quelques ouvrages sur l'islam politique. Et sur les droits des femmes. J'ai vécu au Québec, en Algérie, en France, et je suis née en Ukraine. Voilà, chers amis, c'est vraiment un immense bonheur pour moi d'être ici entourée de femmes véritablement au parcours remarquable, avec de belles réflexions et aussi un esprit combatif. Parce que disons que dans le monde dans lequel on vit, les droits des femmes ne sont jamais acquis et on peut dire qu'aujourd'hui ils sont même menacés. Menacés par différents paramètres, différents éléments. Bien sûr, il y a des conditions sociales, des conditions économiques qui sont de plus en plus dures pour la vie des femmes. Il y a les intégrismes religieux, il y a le patriarcat qui est toujours là, mais il y a aussi l'islam politique, c'est-à-dire l'intégrisme musulman, qui se détache peut-être des autres intégrismes parce qu'il n'est pas perçu comme un intégrisme, parce qu'il est perçu comme une culture à part, parce qu'il est perçu comme étant une expression culturelle qu'il ne s'agit pas d'élever vers l'universalisme, mais qu'il s'agit d'accepter au sein des sociétés démocratiques. Et c'est peut-être là un enjeu extrêmement important, compte tenu du fait que le débat sur les droits des femmes, on l'a vu depuis Cologne du moins, eh bien, est particulièrement lié à la question migratoire, mais aussi à la question de l'islam. Donc, je sais que Naïla et Rebecca ont écrit un opus à ce chapitre il y a un an pour faire précisément le bilan de Cologne, donc 5 ans après Cologne, où en est-on? Peut-être, Naïla, tu voudrais dire quelques mots sur ce livre, précisément pourquoi vous l'avez écrit, quel est le constat que vous faites de la situation 5 ans après, pourquoi tant de questionnements finalement par rapport à ce qui s'est passé à Cologne, pourquoi tant de difficultés à nommer le mal? En fait, d'abord, merci pour la présentation et merci à toutes ces dames magnifiques d'être ici ce soir. Le recueil qu'on a écrit, Rebecca et moi, ou du moins qu'on a co-dirigé, parce qu'on est quand même 12 femmes issues ou non de l'immigration, 12 féministes qui sont engagées dans différents domaines, qui ont différents backgrounds. On a toutes été un petit peu choquées par le débat après ces agressions sexuelles massives qui ont eu lieu il y a 5 ans, pas seulement à Cologne, mais dans plusieurs autres villes européennes. C'est juste, on a le plus parlé de Cologne. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en Allemagne, au début de l'année 2016, le débat a très vite été récupéré d'un côté par l'extrême droite, donc qui a utilisé ces agressions pour stigmatiser tous les réfugiés, tous les musulmans, tous les immigrants issus de la culture, de culture musulmane. Et d'un autre côté, on avait les féministes intersectionnalistes qui, en fait, n'ont pas agi, à mon avis, et comme selon l'avis aussi des autrices du recueil, de manière féministe, mais elles ont réagi. C'est-à-dire que l'extrême droite a instrumentalisé ces agressions sexuelles et elles ont réagi en protégeant en fait les agresseurs. Et du coup, tout le débat autour de la protection des femmes, autour de la liberté de la femme de sortir dans la rue sans se faire agresser, a complètement disparu du débat. Évidemment, il y a des féministes, il y a certaines politiciennes qui ont quand même essayé d'en parler, mais en fait, on était vraiment prises entre deux forces qui, en plus de ça,
n'avaient pas envie d'entendre, en tout cas du côté des dites féministes intersectionnalistes, n'avaient pas envie d'entendre des voix comme la mienne, comme celle de Mina Hadi ou d'autres femmes qui expliquaient que le mal, cette haine des femmes, est aussi le résultat d'une idéologie qui s'est propagée dans nos pays d'origine, qui s'est généralisée dans nos pays d'origine, qu'on connaît très bien et qui est en train de s'installer ou qui s'est finalement déjà installé ici en Europe. Donc, en fait, nous, on voulait reprendre, si vous voulez, la perspective féministe et faire une analyse féministe et trouver des solutions féministes à ce qui s'est passé à Cologne. Mais peut-être rappeler très très brièvement finalement ce qu'on sait aujourd'hui de ce qui s'est passé à Cologne. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Y a-t-il eu des jugements? Sait-on réellement ce qui s'est passé? Pas vraiment. Il y a différentes analyses parce que déjà la question qui se pose, c'est comment se fait-il que plusieurs jeunes d'un certain profil, on est obligé de dire la chose comme elle est, se sont retrouvés dans plusieurs places européennes et ont agressé de manière très similaire les femmes. On a retrouvé, par exemple, cette forme d'agression de taharruj jama'i, les agressions de groupe où la femme est encerclée et en fait, elle peut pas, elle n'a aucun moyen de sortir vraiment de ce cercle infernal. Donc moi, c'est là où beaucoup se disent non, il n'y a pas eu, en fait, il n'y a pas encore les preuves que ces personnes se sont donné rendez-vous. Mais il suffit d'être un petit peu logique pour voir que finalement, il y a bien eu un système derrière tout ça. Évidemment, il y a eu des jugements, mais pas tous les agresseurs n'ont pas été retrouvés parce que c'était des grandes foules. Donc, que ce soit par exemple à Hambourg ou à Cologne, il y a eu la possibilité de récupérer des photographies de photographes qui étaient là pour en fait photographier le 31 décembre. Et donc, ils ont utilisé ces photos-là pour essayer de retrouver certains agresseurs, mais tous n'ont pas été arrêtés. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est la manière dont les filles qui ont été agressées, comment l'enquête a été menée par la suite. Il y a très peu d'informations. Ou du moins elles sont assez différentes selon les sources. Et nous, ce qu'on a essayé d'expliquer dans notre livre, c'est justement de montrer que il s'agissait pas, parce que par la suite, la discussion a aussi beaucoup tourné sur les mesures de sécurité. Alors, on a pensé à mettre des chemins par lesquels des voies, par exemple dans les voies de métro, par où les femmes peuvent se sauver en cas d'agression sexuelle. Il faut mettre plus de caméras, il faut qu'il y ait plus de police dans certains quartiers, etc. Ok, d'accord. Sauf que moi, en tant que femme, c'est pas ça qui règle mon problème. D'où le titre qu'on a choisi, qui est repris par plusieurs féministes. Quand je sors, je veux être libre, pas courageuse. C'est très bien qu'ils me donnent des issues de sortie dans des stations de métro, mais moi, ce que je veux, c'est que quand je sors dans le métro le soir, j'ai pas à chercher par où je dois me sauver. Je veux pouvoir marcher normalement dans la rue. Et c'est pour ça que nous, on dit, ce qu'il faut faire, c'est d'avoir un travail de prévention, c'est aller dans les écoles, aller dans les communautés, expliquer que les femmes, nous avons aussi une dignité et qu'elle est à respecter. Nous avons le droit de sortir comme nos frères, nous avons le droit de sortir comme nos oncles. Nous, femmes musulmanes ou de culture musulmane, avons tous aussi le droit de sortir comme une Allemande athée chrétienne ou une Belge bouddhiste. Voilà, et faire beaucoup plus du travail de prévention au sein des familles, mais aussi au niveau des écoles. Et ça, c'est en ce moment un des plus grands sujets, je pense, pas seulement en Allemagne, mais je suis un petit peu la presse aussi en Belgique ou en France.
c'est que vraiment au niveau des écoles, il y a un très grand travail à faire de prévention et justement parler plus de l'égalité, pas seulement de parler de l'égalité entre les garçons et les filles, ou les femmes et les hommes, mais aussi des violences. C'est quoi une violence à l'encontre d'une femme? Très souvent, c'est pas assez thématisé. On parle beaucoup plus de violences sexuelles, mais pas, par exemple, que voilà, les pressions sociales que les filles vivent dans certaines familles ou dans certains quartiers. Ça aussi, c'est une forme de violence. Le culte de la virginité, c'est aussi une forme de violence. Juste pour finir, Naïla, sur le chapitre de Cologne, en fait, à l'heure actuelle, combien est-ce qu'il y a eu de plaintes? Est-ce que toutes les plaintes ont été traitées? Et combien est-ce qu'il y a eu d'accusations, en tout cas, ou de condamnations, s'il y en a eu? Quel est le bilan du point de vue de la justice, en fait? Alors là, j'ai pas de chiffres en tête. Okay. J'ai pas de chiffres en tête. Peut-être on pourrait juste pour les soucis, en tout cas de précision, revenir sur cette question à la fin du panel. Peut-être que Rebecca elle peut nous aider avec un retour sur ces sujets, juste pour que on ait véritablement les éléments factuels, en tout cas concernant cette affaire de Cologne. Donc beaucoup d'éléments évidemment ont été soulevés par Naïla. Donc d'une part, disons l'extrême droite, l'instrumentalisation par l'extrême droite, mais aussi une certaine disons un certain positionnement des féministes intersectionnelles qui ont quelque part tué les violences donc à l'égard des femmes, mais aussi un patriarcat musulman, on peut dire totalement décomplexé, jumelé à une certaine idéologie, mais ça, on peut pas véritablement le dire compte tenu du fait que si on n'a pas retrouvé, en tout cas, les personnes qui ont commis ces violences, il est difficile donc d'en dégager les motivations. Mais en tous les cas, on peut parler d'un patriarcat musulman, ça c'est l'évidence même. Chala, peut-être une réaction par rapport à ce qui s'est passé à Cologne, comment ce que toi tu as vécu ces événements, qu'est-ce que tu en as pensé, est-ce que c'était pour toi une surprise, en tout cas de telles violences après le positionnement des uns et des autres était-il aussi surprenant ou était-il finalement dans l'ordre des choses? Quelle lecture tu fais de ce qui s'est passé à Cologne? Voilà, à l'époque, j'ai écrit un article qui a été publié dans Le Monde, dans le journal Le Monde. En fait, ça m'a comme Naïla a dit, c'est exactement, effectivement, pas exactement peut-être, mais c'est les mêmes configurations qui se sont trouvées au sein des mouvements féministes. En dehors de cela, au sein de la société française, il y a eu un débat très important, un débat médiatique, mais également sur le terrain, parmi les acteurs et actrices du terrain, sur les tenants et les aboutissants de ce genre d'événements. Ce que j'ai écrit en résumé, ça a été il y a quelques années, mais en résumé, c'était la chose suivante. C'est que, d'une part, j'avais fait une parallèle entre ce qui s'est passé à Cologne et ce qui s'est passé sur la place Tahrir en Égypte, où les femmes ont été agressées et de la même manière, etc. Et ce qui se passe aussi ailleurs, ça veut dire en fait, c'est une donnée universelle, si vous voulez, les femmes dans l'espace public. Le corps des femmes, ça pose la question du corps des femmes dans l'espace public. Je l'avais problématisé ainsi et j'avais dit effectivement que il y avait des côtés un peu obscurs dans ce débat. De deux côtés, il y a une instrumentalisation de cette histoire des femmes, puisque d'une part, l'extrême droite, comme l'a si bien dit Naïla, essaye de manipuler, instrumentaliser la question des droits des femmes pour dire, et ça c'est toujours le cas, en Belgique, en France, en Allemagne, partout, pour dire que
c'est quand même leur culture, le voilement des femmes, et que le voilement des femmes, c'est la donnée essentielle de la culture musulmane, et c'est un symbole identitaire. Donc, elle essaye, extrême droite, d'endresser de faire de voile un principe de la religion islamique, et par cela dresser une frontière, un mur entre les populations musulmanes et les populations occidentales. Ça va dans le sens de son idéologie raciste. En fait, c'est un recyclage des anciennes théorisations racistes, cette fois-ci en ciblant les musulmans. Mais ce n'est pas les musulmans, c'est les populations immigrées issues des pays musulmans. C'est le même penchant raciste anti-immigré de extrême droite qui se ressurgit, mais ici sur le dos des femmes. Donc, c'était d'une part ça. D'autre part, nous avons aussi une partie des humanistes, des féministes, et pas, voilà, les intersectionnels. C'est pas seulement les gens qui prennent une approche intersectionnelle, mais aussi certains autres mouvements de défenseurs des droits des femmes, les défenseurs des droits des humains, qui pensent que c'est aussi culturel. Et en fait, cette manière d'interdiction de présence des femmes dans l'espace public et que ça soit intriguant, c'est aussi une donnée culturelle. Et donc, il faut pas, comment on peut dire, il faut pas la nommer, il faut pas l'aborder, et voilà. Mais moi, je pense qu'entre les deux positions extrêmes que Naila aussi a soulevé, il existe une troisième voie qui est que j'avais écrit dans cet article, j'avais plaidé pour cela, qu'on puisse déculturaliser la question. Ça veut dire qu'on puisse désacraliser la question, qu'on puisse voir sur le fait que c'est une donnée universelle, le corps des femmes dans l'espace public. Maintenant, sous le prétexte au respect de l'islam, ça revient, ou ce n'était pas le cas dans la soirée de Cologne, mais par rapport à des gens qui interprétaient, que ce soit extrême droite, que ce soit les défenseurs d'un certain féminisme ou d'un certain droit d'humain, c'est par rapport à des visions culturalistes, c'était quand même, il essayait de amener la question culturelle et cultuelle, religieuse, comme un prétexte dans ce débat. Ce n'est pas le lieu d'être. Il faut revenir sur vraiment la dignité, comme ça a été dit, et la question de l'autonomie des femmes par rapport à la maîtrise de leur corps. Et un autre élément, je finis par là, j'avais aussi parlé de la politique d'accueil des migrants, qui manque beaucoup sur cela. C'est que, en fait, nous accueillons, et c'est une chose très importante qu'il existe une politique d'accueil pour l'ensemble des gens qui vont, ça veut dire en fait l'immigration, les processus migratoires font partie du monde, ont toujours fait partie du monde et actuellement avec la mondialisation encore plus. Et moi, je regrette la fermeture de la frontière, mais je pense que si on doit accueillir, on doit aussi se donner les moyens d'accueillir. Et dans les problématiques de l'accueil, les questions liées aux droits des femmes doit prendre une place importante. Ça veut dire en fait que les publics reçus, que ce soit aussi les enseignants ou ailleurs, soient quand même sensibilisés sur le fait que c'est pas parce qu'on est immigré, on est violent. Parce que ça aussi, ça a été quand même une confusion totale. Donc, il y a aussi des hommes immigrés qui ne sont pas du tout dans ce genre d'agissement. Et il y a aussi, quand les gens qui sont dans ce genre d'agissement, quand ils le justifient par le fait culturel, donc il faut, ou le fait religieux, ou les autres, etc. Et en plus, c'est parfois des jeunes qui viennent d'un autre pays, qui n'ont pas eu l'occasion de voir les femmes dans telle position et dans telle position. Donc, tout cela doit être objet vraiment d'une pédagogie
Et cette pédagogie autour des droits des femmes, travailler de manière très simple avec les publics migrants et avec l'ensemble de la société, c'est important. Et il est aussi important qu'il y ait une pédagogie par rapport à l'islamisme, à l'idéologie islamiste, puisque beaucoup des acteurs du terrain confondent entre l'islam et l'islamisme. Ça veut dire pour eux, l'islamisme représente l'islam, alors c'est quand même la prétention des islamistes. Ça veut dire qu'en fait, il existe l'islamisme, pour moi, d'après ma vision des choses, n'est pas une pratique religieuse. Comme a été dit, c'est une idéologie, c'est un programme politique, n'est pas une pratique religieuse parmi les autres, mais il existe des différentes manières de pratiquer l'islam. Et effectivement, il ne faut pas confondre ces deux-là. Une telle confusion porterait l'eau au moulin de l'islamisme qui essaye de s'autoproclamer le représentant de la communauté musulmane, ce qui n'est pas le cas. Donc tout cela, c'est très compliqué. Compliqué, non, pas compliqué. C'est complexe, puisque c'est simple, mais en même temps, c'est très complexe, puisqu'il y a les éléments sociaux, il y a les éléments politiques, il y a les éléments culturels qui s'imbriquent dans ce genre de situation. Mais c'est très facile à aborder la question si on privilégie cet angle-là que Naïla aussi a dit, et moi aussi j'ai essayé de développer par rapport à mes réflexions. En tout cas, vous pouvez trouver cet article sur mon site, je pense, sur la soirée de Cologne. Très bien, merci Shala. Deux questions en fait me sont venues donc à écouter donc Shala. La première question, elle est relative à l'islam. Certes, on ne peut pas imputer cette violence à l'islam, mais il n'en demeure pas moins que si l'on fait un tour d'horizon aujourd'hui sur les violences faites aux femmes au sein des pays musulmans, ce n'est un secret pour personne que c'est dans ces pays où l'on retrouve le statut des femmes le plus précaire dans le monde, en raison précisément de l'utilisation de lois d'inspiration religieuse. Donc, l'islam est instrumentalisé, il est utilisé et il fait force de loi. Il y a peut-être deux pays qui échappent à ce paradigme, en tout cas qui échappaient, qui continuent plus ou moins d'échapper, c'est la Tunisie, qui, dès 1956, disons, a émancipé donc ces femmes en faisant une lecture beaucoup plus progressiste et non pas rigoriste du texte religieux, qui a aboli par exemple la répudiation, qui a offert aussi le statut, un statut donc de parentalité aussi aux femmes. Bon, il reste la question de l'héritage qui est évidemment une question encore litigieuse, mais disons que le statut des femmes en Tunisie était, disons, assez envié par le reste des femmes dans le monde musulman. Donc, évidemment, on ne peut pas imputer, comme je le disais, à l'islam, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a disons, une dérive, et une dérive assez importante depuis une cinquantaine d'années, qui nourrit cette violence à l'égard des femmes. Et je finirai juste par le deuxième pays, c'est la Turquie, qui évidemment, à travers donc un mouvement de sécularisation dans les années 20 et plus précisément en 1923, qui a aboli les lois religieuses, a pu aussi donc ouvrir des horizons assez intéressants pour les femmes. Alors il y a un mouvement de sécularisation qui protège les femmes et qui permet d'atteindre l'égalité en droit. Donc neutralité, laïcité, sécularisation, appelez-le comme vous voulez, choisissez le concept qui vous plaît, rime avec droit des femmes. Donc ça, c'était la première remarque que je voulais faire. Et la deuxième remarque, c'est vis-à-vis des politiques
d'accueil. Donc, évidemment, beaucoup de pays donc dans le monde, en tout cas quelques pays dans le monde, sont des pays d'accueil donc vis-à-vis de l'immigration. Le Québec en est un, et plus largement donc le Canada en est un. Il reçoit, je pense, à peu près 250 000 immigrants donc par an. Je ne sais pas, Leïla, si tu pouvais nous dire quelques mots d'abord sur la politique d'accueil donc des immigrants. Est-ce que ils sont accueillis et tout de suite mis dans le bain culturel des valeurs et des principes démocratiques? Y a-t-il un travail qui y est fait à l'endroit des réfugiés, des immigrants, des nouveaux arrivants, pour qu'ils puissent aussi partager un certain nombre de valeurs et de principes sociétaux, donc avec le reste de la société. Et la deuxième question, elle est aussi donc relative à l'islam et la violence. Donc, quelle est ta lecture vis-à-vis de cette question, donc violence, femmes et islam? À toi la parole, Leïla. Merci, merci de m'avoir invitée. Je suis contente de partager ce moment avec vous. En fait, par rapport à l'immigration, je pourrais en fait me prononcer sur le Québec, mais pas sur le Canada, parce que ce sont des politiques qui sont tout à fait différentes. Le Québec reçoit pratiquement chaque année 50 000 immigrants, et avec le nouveau gouvernement de la CAQ, on veut abaisser le seuil d'immigration. Pourquoi? Parce que il n'y a pas les politiques d'accueil qui puissent en fait favoriser leur insertion. Voilà. Donc le slogan du Premier ministre Legault, c'était « Accueillons peu, mais accueillons bien ». Ce qui est tout à fait normal, plutôt que d'accueillir, montrer cette générosité extrême et se retrouver avec des problèmes au niveau de la reconnaissance des diplômes, se retrouver avec des problèmes au niveau de l'intégration professionnelle, parce que c'est tout à fait différent. Moi, quand je suis arrivée ici, même si j'ai enseigné 23 ans en Algérie, le système éducatif est différent, mais il y a eu aussi cette, comment dirais-je, c'est assez particulier parce que depuis que je suis là, ça fait une vingtaine d'années, je n'ai eu que des gouvernements libéraux. En fait, qui sont pour l'immigration, qui sont pour le multiculturalisme, qui sont pour l'ouverture, qui sont, c'est-à-dire ils sont tellement généreux, mais de fait, ils n'ont pratiquement rien fait pour les immigrants. Ceux qui ont toujours refusé la reconnaissance des diplômes des immigrants sont bien les libéraux. Et quand on a eu un gouvernement québécois, le Parti québécois, qui avait dans son programme justement toute une politique d'intégration et une reconnaissance des diplômes des personnes qui demandaient à immigrer au Canada. Et en même temps, il avait un projet aussi pour la laïcité. On a diabolisé ce gouvernement, on a complètement mis de côté sa politique qui était vraiment très très bien accueillie par la population québécoise pour ce qui est de la reconnaissance des diplômes. Et en fait, le reste du Canada, ils ont tellement diabolisé que effectivement, ils ont perdu les élections. Et on est retombé justement dans cette politique de façade, une générosité de façade, mais pas de fait. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je vis dans un pays où le multiculturalisme, c'est une politique qui est mise en place. Et ce qu'on entend par multiculturalisme, d'ailleurs, je trouve que le mot va très mal, parce que multiculturalisme, c'est la multiplicité des cultures. Or, que le multiculturalisme tel qu'il est, tel qu'il fonctionne ici au Canada, c'est beaucoup plus. On parle de religion. Quand on parle de multiculturalisme, on parle de religion. Alors voilà. Donc, c'est la porte ouverte un petit peu à toutes les croyances, à toutes les religions.
Mais pas seulement, comment dirais-je, il n'y a que le Québec en fait qui essaye d'avoir des politiques à ce niveau-là, au niveau de l'intégration, au niveau, ça fonctionne différemment par rapport au reste du Québec, mais je ne peux pas te dire que j'ai vraiment des chiffres exacts, mais comment qu'on appelle ça? Je sais que ça fonctionne mieux, même si en lisant certains médias, je ne dis pas tous les médias, mais la majorité des médias, vous allez lire qu'en fait, vivre au Québec, c'est vivre en enfer. Voilà. Voilà. Mais il faut croire que c'est un enfer que les gens apprécient beaucoup, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'immigrants qui adorent venir vivre en enfer. Voilà. Donc, En fait, on parle d'une immigration choisie, n'est-ce pas, Leïla? oui, en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, déjà, comment est-ce que l'immigration est choisie au Québec? Oui. L'immigration est choisie. Pourquoi ce gouvernement, justement, a pris cette politique? Parce qu'avant, il y avait une immigration, en fait, je crois que c'était la même chose pour toi, Jamila. On avait le fait d'avoir un diplôme universitaire vous donne plus de points pour pouvoir immigrer au Québec. Et ce sont les grandes compagnies, en fait, qui demandaient à avoir de la main-d'œuvre. Or, si le Québec demande de la main-d'œuvre, il ne faut pas aller la chercher parmi les universitaires. Ce n'est pas là qu'on trouve de la main-d'œuvre. Donc, ce gouvernement, ce qu'il a fait, c'est qu'une immigration choisie, travailler de concert avec la demande des compagnies, leur demande au niveau des catégories des métiers, et on peut s'inscrire et voir si le profil du demandeur correspond à la demande du Québec. C'est-à-dire que l'immigrant qui vient, on essaie de tendre vers cela. Ça ne veut pas dire qu'on est arrivé, mais c'est l'objectif. L'immigrant qui vient, il est sûr de pouvoir trouver un travail. Et aussi travailler avec les régions, parce que généralement, ce qu'on a vu, tous ceux qui viennent, ils s'installent ils s'installent en fait dans la région de Montréal, le Québec faisant 5 fois la France. Vous avez très peu d'immigrants qui sont encouragés à aller s'installer dans les régions. Et aujourd'hui, c'est cette politique qu'on est en train de changer, encourager l'immigration à aller dans les régions et choisir l'immigration choisie, c'est-à-dire par rapport à la formation par rapport à la demande du Québec et par rapport à la formation que l'immigrant a eue dans son propre pays. Voilà. Et par rapport à la question sur l'islam, la violence, les femmes, au regard de ton expérience peut-être algérienne, mais aussi québécoise. En fait, par rapport à l'islam, quand je suis arrivée en 2001, et effectivement, j'étais très heureuse. L'islam, même s'il existait, il n'était pas visible, en fait. Voilà. L'islam était là, mais il n'y avait pas d'islamisme. Or, avec justement la politique multiculturaliste et puis la politique, comment dirais-je, d'ouverture et d'acceptation de toutes les différences, il faut aussi entendre ce que c'est par différence. C'est bien que nous soyons, heureusement d'abord que nous sommes différents, que nous venons de cultures différentes, de mondes différents, et ça crée une certaine émulation. Mais il faut justement qu'il y ait un socle commun sur lequel que nous partageons tous ensemble et autour duquel nous pouvons justement trouver cette paix sociale. Les accommodements raisonnables ont commencé vers les 2006-2007. Il y avait une exagération d'accommodements raisonnables, si bien que nous avons une experte du nom de Yolande Jeddah qui a écrit un très bon livre qui s'intitule Les accommodements raisonnables du droit à la différence de droit. C'est-à-dire qu'on n'était plus reconnu pour la différence culturelle ou linguistique qu'on apportait, mais on demandait une différence de droit. Et qu'il y ait une différence de droit, cela implique que le droit québécois ne va plus être appliqué, étant donné que chacun vient avec ses références au niveau des droits et au niveau des accommodements. Et donc, il y a eu en 2000,
comment dirais-je, il y a eu le gouvernement Charest, c'était en 2007, il a créé la commission Bouchard-Taylor, justement pour étudier ces accommodements raisonnables et comment établir des lois en fait qui puissent contenter tous les Québécois. Et après avoir sillonné tout le Québec, après avoir rendu son rapport, et effectivement, ils sont arrivés à une laïcité, pas à la française, mais une laïcité où en fait les institutions de l'État doivent être neutres d'apparence et de fait. Voilà. Et les libéraux, une fois qu'ils ont eu ce rapport pour lequel quand même les Québécois ont énormément payé, ça a coûté très cher, il est resté dans les tiroirs. Voilà. Personne ne l'a appliqué. Voilà. Donc, c'était ça, c'est-à-dire qu'on a endormi les Québécois pendant quelques années, pendant quelques mois. On a participé au débat, on s'est présenté. Et puis voilà, finalement, pour arriver à ce qu'il n'y ait aucune application et aucune avancée dans ce sens. Il y a eu aussi, après, avec le gouvernement du Parti québécois, sous la première ministre, Madame Pauline Marois, qui a mis en place ce qu'on appelait la charte des valeurs, en fait la charte de la laïcité. Et là, ils ont tellement été diabolisés. Et là, Jamila, toi, tu étais candidate à l'époque. Les islamistes, c'est là où finalement on a vu la force des islamistes. C'est inimaginable. En fait, je dis la force, je ne dis pas le nombre. Voilà. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est ils se sont tous mobilisés à l'intérieur des mosquées, là, pour diaboliser cette charte. Et puis on a vu les candidates, comment dirais-je, avec la moustache d'Hitler, etc. C'était d'une violence inouïe, Mais effectivement, certains médias, malheureusement, je ne dis pas tous les médias québécois, certains médias québécois ont marché là-dedans. Et puis il y a eu les élections et le gouvernement Marois a été défait et les libéraux reviennent au pouvoir pour 4 ans et sous donc le gouvernement de comment il s'appelle, Couillard. Voilà. Alors lui, il a eu son projet de loi 62 et lui, en fait, le projet de loi 62, il ne parle pas de laïcité, il reconnaît pratiquement tous les signes religieux. On est arrivé même à l'acceptation du tchador, l'acceptation comment dirais-je, de se présenter avec le visage, avec le niqab. Et ce qu'il y a eu, c'est que on a été d'accommodement en accommodement. Ça a commencé en fait par... et quand il y a des accommodements, c'est drôle, hein, c'est toujours les femmes qui sont visées. Donc, on a eu des exemples au niveau de la SAC. La SAC, c'est la compagnie en fait qui délivre les permis et qui fait passer les examens. Et là, il y a des hommes qui sont arrivés et qui ont refusé d'être examinés par une femme et qui ont refusé d'être servis par une femme. Et vous savez, quand il y a une chose comme ça, ça fait généralement tache d'huile. On est arrivé justement avec les gouvernements libéraux jusqu'à interdire, il y a des parents qui se sont présentés dans les écoles pour interdire, pour demander à ce que leurs enfants n'écoutent pas la musique de Noël et ne participent pas au chant de Noël. Et qu'est-ce qu'on a fait? Le gouvernement, on a accepté en fait, on les a accommodés. Je sais que l'exemple qu'on a eu ici, la maternelle. La maternelle, ce sont des enfants de 5 ans. D'accord? Donc, Leïla, c'est ça, si je comprends bien, donc l'islam fait débat au Québec et au Canada, souvent donc sous des prétextes donc de demandes religieuses qu'on a appelées donc des accommodements donc raisonnables, et qu'il y a une difficulté supplémentaire par rapport aux autres pays parce que il y a 2 façons d'intégrer. Il y a une façon d'intégrer donc à la québécoise, mais il y a aussi une façon d'intégrer à la canadienne. Donc, quand on parle de multiculturalisme canadien, c'est-à-dire on parle plutôt de communautarisme, c'est-à-dire considérer des communautés, disons, séparées, mais
homogène. Et quand on considère donc une communauté homogène, c'est-à-dire que on ne la considère plus dans sa pluralité et dans sa complexité. Donc les musulmans, en réalité, sont vus comme des espèces de caricatures qui demandent à chaque fois donc un privilège particulier ou bien une dérogation particulière. Est-ce que j'ai bien synthétisé, disons, l'ambiance et l'atmosphère donc qui se dégage depuis quelques années, donc que ce soit au Québec et au Canada? Oui, c'est un petit peu cela au Québec, au Canada, peut-être un peu moins au Québec, je te dis, depuis justement cette instauration de la loi de la laïcité qui en fait ne touche que le Québec et qui a été attaquée en justice par des provinces où la loi ne s'appliquerait pas. Voilà. Oui, on va revenir en tout cas à cette loi sur la laïcité. Je pense que Chala voulait faire un commentaire ou une remarque par rapport à ce que disait Leïla, c'est ça? Non, mais je voulais dire par rapport à l'ensemble du débat. Je pense que au-delà de spécificités du Canada que je connais un peu, pour avoir participé dans les débats avec les Canadiens et aussi avoir suivi les débats qui étaient à l'époque, ou surtout par rapport à ton cas aussi, Jamila. Moi, je pense qu'il faudrait recentrer sur notre objectif, ça veut dire en fait par rapport au débat. C'est ce qui est très clair, c'est par rapport à des questions initiales qu'on a posées. L'islam est une religion. Donc, toute religion, pour moi, en fait, toute religion, que ce soit le christianisme, que ce soit le judaïsme, que ce soit l'islam, que ce soit même le bouddhisme, on l'a vu dans la répression des musulmans à Burma. Donc, on l'a vu quand même comment les religions, dès qu'elles rentrent dans le domaine de la loi et de la gestion de la cité, elles deviennent des idéologies. Donc, ça, c'est une question qui traverse toutes les religions. Dans le cas des pays dits islamiques, puisque c'est déjà aussi identifier un pays avec une religion, c'est quand même bizarre, puisqu'on ne le fait pas pour la France, on ne le fait pas pour le Canada, on le fait pour nos pays. On dit les pays islamiques. Donc déjà, ça commence par cette identification. Donc, je pense que là ce qui est très clair, c'est que dans les pays dits islamiques, la question des droits des femmes est liée aussi à la présence de charia dans l'ensemble de jurisprudence, ça veut dire surtout dans la loi de la famille, puisque c'est, par exemple, dans la loi algérienne, vous avez le code de la famille. Vous avez une loi qui généralement appuie sur la citoyenneté des femmes et des hommes et l'égalité, mais dès qu'on arrive à la famille, les codes de la famille, que les féministes algériennes appellent l'âme-famille, la loi d'âme-famille, abolit même la prétention générale de la loi du pays. Donc, la question, c'est vraiment sur le rapport de sexe et sur le dire comment l'introduction de la charia dans la loi est quelque chose qui amène à la négation de l'égalité, même si cette égalité est reconnue, par exemple, dans la loi algérienne de manière générale. Dans le cas de l'Iran, ce sont les islamistes qui ont le pouvoir, donc la question ne se pose même pas. Tout l'ensemble de la loi a été basé sur la charia. Moi, je voudrais dire par là que pour sortir des nuances qui pourraient exister, qui existent dans les différents pays, par exemple en Tunisie aussi, ce qui a fait qu'après, au moment de la révolution, après les islamistes ont pu avoir quelques positions, c'était aussi le fait que Bourguiba avait fait des réformes très, très importantes, comme tu l'as dit. Et au nom de l'islam, n'oublions pas, il l'a fait au nom d'une interprétation ouverte. D'accord? Mais quand même, il y a des choses qui sont restées. Par exemple, le mariage mixte, la question de l'héritage, etc. Donc, en fait, la question, c'est que les gouvernements autoritaires, ça veut dire, pour moi, je voudrais dire par là que la question des femmes, des droits des femmes est doublement attachée à la question de la démocratie, des droits humains et de la laïcité. Ça veut dire la séparation entre l'État et la religion. Parce que même dans le cas tunisien, où la séparation a été
approximativement très bien faite, mais il a resté quand même des blocages sur lesquels les islamistes ont manœuvré. Deuxième élément, c'est la démocratie. Une laïcité sans démocratie ne marchera pas. On l'a vu en Turquie. Ça veut dire la démocratie turque étant approximative, les islamistes ont pu quand même, avec Erdogan et compagnie, avancer. Moi, je pense que pour moi, méthodologiquement, dans une approche de la situation des différents pays, que ce soit la Turquie et aussi l'expérience française. L'expérience française aussi, c'est la même chose. Dès que je vois dans un quartier, et ça veut dire, en fait, ce que je dis et je fais et j'écris, c'est que tant qu'il n'y a pas une reconnaissance des droits démocratiques pour l'ensemble et aussi un accent particulier sur la question de l'égalité de sexe et la question de l'égalité des droits sexuels, puisqu'il y a aussi la question d'homosexualité qui se pose. En fait, toutes ces questions-là sont complémentaires avec le débat démocratique et le cas des islamistes, c'est très intéressant pour explorer, c'est pas que la question des populations dites musulmanes. En France, par exemple, burqa, la question de burqa, quand j'ai fait aussi une recherche là-dessus sur la radicalisation islamiste et pourquoi les gens sont intéressés, puisque c'est ça sur lequel il faut réfléchir. Comment ça se fait qu'une fille, par exemple, en France, qui va à l'école publique laïque et après d'un coup, de jour au lendemain, elle opte le voile? Comment ça se fait que tout ça, c'est des questions Et ça, quand on a bien regardé, on a vu qu'un tiers de ces filles ne sont même pas des familles musulmanes. Un tiers de filles qui ont opté pour le burqa ne sont même pas musulmanes d'origine. Donc, c'est une idéologie qui attire. Et pourquoi cette idéologie attire les femmes? C'est ça ma question principale. Puisque les hommes, on peut dire, oui, ils sont dans le patriarcat, etc., etc. Mais pour les femmes, comment ça se fait qu'une jeune femme qui vit en France pourrait être intéressée par ce burqa-là, par cette invisibilité, par ce rapport au corps qui la prive de toute la liberté? Pourquoi? Quand on creuse la question, on arrive au fait que là, il y a aussi la propagande des islamistes et la propagande des mouvements idéologiques intégristes, aussi catholiques, évangélistes de l'Amérique, l'extrême droite juive en Israël, etc. Tout l'ordre moral qu'ils proposent, ça veut dire qu'en fait, ils proposent un ordre moral sécurisant. Ça veut dire, on dit, on vous promet une sécurité, on vous donne des avantages parce que vous êtes une femme aimée, protégée, etc. Alors que, par exemple, vous voyez que dans la liberté sexuelle, il y a les dangers, qu'il y a les publicités, c'est un débat très complexe. Et en même temps, il y a pas mal de budget, il y a quand même beaucoup d'argent que les islamistes avaient pour leur propagande dans les quartiers. Et comme ils ont fait en Afrique, ils ont payé les familles pour que les filles se voilent. Moi, je pense qu'il faut vraiment centrer sur les enjeux de ce qu'on face auxquels, puisqu'il y a pas mal de féministes allemands, français ou les autres, ou même des défenseurs des droits humains qui ne voient pas ces aspects. Ils voient seulement le culturel, alors qu'il y a l'économique qui est en jeu, il y a tout cet argent qui vient d'ailleurs, qui est des choses, il y a toute cette insécurité interne aux femmes qui se sont fragilisées. Et quand vous regardez dans les sites islamistes, ils disent pas aux femmes comme avant, voilez-vous parce que vous êtes femme, il faut que vous vous voiliez. Non, pas du tout. Le discours est très, très mélo. Le discours est très aimant en disant vous êtes des perles, vous avez besoin d'une protection, etc., etc. En plus, les maisons de mode et de haute couture aussi s'y mettent en faisant des collections spéciales pour les femmes et ils le mettent la mode de pudeur. Regardez le langage. La mode pudique, pardon. La mode pudique, ça veut dire que le voile va avec la pudeur. C'est quand même grave. Ça veut dire que les femmes non voilées ne sont pas pudiques. Alors, tout cet
analyse discursive, analyse de la situation sociale, analyse des agissements de l'extrême droite. Tout ça, c'est très important et c'est très urgent, puisque sinon, il y aura des divisions autour de voile où les gens n'ont pas les connaissances suffisantes sur ce que voudrait dire cette histoire, ce phénomène. Il faut tout d'abord qu'on comprenne le phénomène après pour voir comment on pourrait l'aborder. Voilà, c'est ça. Merci, Shala, pour tes explications, puis ton décryptage en fait de la situation. Ce que, en tout cas, je retiens, c'est qu'il y a d'abord une offensive, disons, islamiste qui est très importante, qui se fait à travers le voile. Et qui aujourd'hui contamine l'ensemble des démocraties occidentales. Et ce qui est intéressant aussi à faire ressortir, c'est que quel que soit le pays, quelle que soit l'organisation sociale du pays, que ce soit que le pays soit organisé autour d'une laïcité forte ou bien autour d'une neutralité molle, que le pays soit déclaré multiculturaliste ou que le pays soit un pays républicain, eh bien, l'islamisme arrive à s'adapter à n'importe quel environnement institutionnel. Je pense que c'est là véritablement sa plus grande force. Et s'il arrive donc à le faire, c'est parce qu'il a revisité son paradigme à travers le paradigme aussi des droits humains. Aujourd'hui, lorsque une femme revendique le port du voile, elle ne le fait ni au nom de sa religion, ni au nom de sa culture, mais elle le fait au nom du droit et au nom de sa liberté. Et je pense qu'il y a là véritablement un questionnement important à faire, c'est-à-dire jusqu'à quel point peut-on revendiquer le port du voile à travers un droit et à travers une liberté. Est-ce que la liberté de religion équivaut à l'expression de la liberté de religion? Donc il y a, je pense, toutes ces nuances donc à faire. Mais tout ce débat, en réalité, il s'est invité à partir des années 89, parce que avant les années 89, c'est vrai que la question du voile, eh bien, elle était plus ou moins invisible, elle ne se posait pas. Et ce n'est qu'à partir des années 89 que, en tout cas en France et en Belgique, et plus tard donc dans quelques autres pays européens, s'est posée la question du voile. Moi, j'aimerais revenir avant d'aborder la question de 89 et de ce qui s'est passé donc après 89, j'aimerais revenir à avant 89. Comment est-ce que l'immigration donc était structurée, quels étaient les mouvements qui travaillaient cette immigration? Est-ce que les femmes issues de l'immigration étaient réellement totalement intégrées? Est-ce qu'elles avaient aussi les mêmes droits que les femmes, disons, du pays d'origine? Je pense que à ce niveau-là, l'expérience de Malika est une expérience extrêmement intéressante puisque elle est arrivée en Belgique donc à quelques mois et elle a suivi donc tout son parcours donc scolaire et professionnel en Belgique. Et j'aimerais, Malika, que tu nous racontes d'abord l'expérience d'abord de ta maman, donc qui arrive et ton père donc lui dit qu'il faut qu'elle enlève son voile, et par la suite donc tu as vu les choses changer donc à travers ton frère et à travers donc un rigorisme disons religieux qui est rentré dans la maison avec la jeune génération donc à la fin des années 80. Je t'en prie, Malika, c'est à toi. Témoignage qui est... Vous m'entendez? Vous m'entendez pas. On t'entend, Malika. Ah, voilà. Donc, merci pour vos témoignages. Moi qui m'apporte beaucoup, franchement, énormément. Donc, voilà, c'est vrai. Comme l'a dit Jamila, non, mon papa est arrivé ici en 58, suivi par ma maman 65, où je suis arrivée dans ses bras. J'avais, je pense, 5 mois. Et mon papa, ma maman me l'a dit même il y a tout récemment. Ma maman m'a dit que quand elle a mis le sol
son pied sur le sol belge à Bruxelles à la gare du Midi parce qu'ils sont arrivés en train, la première chose que mon papa lui a dit, il lui a dit retire ton foulard. Donc voilà. Et moi, pendant des années, j'ai pas vu ma mère voilée. Oui, elle priait. Il y avait une certaine culture à la maison. Il faisait le Ramadan, mais il n'y avait pas cet islamisme que je retrouve aujourd'hui dans les quartiers à Bruxelles. Et puis, donc voilà, mon enfance se déroule toujours très patriarcal. Les hommes peuvent tout faire, les filles ne peuvent rien faire. Je résume là, hein, pour pas aller. Et donc, à 14 ans, je suis mariée. Mes sœurs ont suivi le même chemin. Et puis, j'ai un frère qui travaille dans un très beau restaurant et qui, du jour au lendemain, quitte son travail parce que travailler avec l'alcool, avec le porc est illicite. Et donc, au départ, il va faire du porte-à-porte pour comment dirais-je, pour porter la bonne parole de l'islam, bien sûr. Puis il part en Afghanistan. Vous m'entendez toujours là? Oui. Puis il part en Afghanistan et puis il revient où il nous dit j'ai vu l'islam à l'état pur. Donc là, c'était il ne mangeait pas avec nous si on n'était pas voilé. Au départ, il a commencé à nous imposer le port du voile, mais avec douceur, parce qu'il estimait que que l'islam n'était pas une religion violente. Et puis quand il a vu que ça portait pas ses fruits, évidemment, il a commencé à devenir de plus en plus agressif. Il a commencé à attaquer mon ex-mari à l'époque en disant qu'il n'était pas un homme, que si sa femme ne se couvrait pas, c'est qu'il n'était pas capable de mener sa femme. Enfin, toutes des attitudes qui, à l'époque, moi, nous faisaient rire parce qu'on ne se rendait pas compte que l'islamisme était là, évidemment, dans les années fin des années 80, début des années 90, on parlait pas d'islamisme, mais on voyait quand même petit à petit nos mères qui se voilaient, c'était autorisé, elles se voilaient vraiment tout à fait. Il y avait dans les quartiers une pression si tu t'habillais pas comme eux, tu étais considérée comme une pute, encore plus maintenant. Et donc moi, je suis restée mariée, je pense 15 ans. Et après, j'ai tout largué, évidemment, parce que je voulais pas que mes enfants suivent le même parcours. Et surtout, je ne voulais plus vivre dans le mensonge par rapport à mes enfants. Mais aujourd'hui, dans le quartier, comparé à ce que j'ai vécu, moi, dans les années 80, on vivait, mais dans une diversité dans mon quartier, et c'est pas comme en France où il y a vraiment des quartiers ghettos, c'était vraiment des gens qui avaient leur propre maison ou qui louaient, et qui louent encore aujourd'hui ou qui sont quasi propriétaires. Et on était quasi tous propriétaires, nos parents. Et comme ils avaient 10 gosses, c'était difficile de trouver un appartement, donc ils étaient quasi tous propriétaires. Et ben nous, on jouait, mais avec des Belges, avec des Marocains, avec des Grecs. C'était une diversité qui n'existe plus aujourd'hui à Molenbeek, à Bruxelles. En tout cas, dans tout Bruxelles, cette diversité n'existe plus. Il y a des quartiers exclusivement musulmans où il y a une pression communautaire qui est énorme. Et puis, évidemment, les petits quartiers chicos où les bobos sont prêts à accepter ce qui se passe et qui sont pas conscients que l'islam politique est là, parce que je l'ai vu, je l'ai vécu de l'intérieur et j'ai eu difficile à en sortir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi j'ai décidé que je ne voulais plus vivre à leur façon, moi j'ai été rejetée une dizaine d'années. Donc je n'avais plus de contact avec ma famille, je n'allais plus dans le quartier, parce que si moi j'allais dans le quartier et que je n'osais pas en fait. Moi, je me suis fait tabasser par mon frère le jour où j'ai décidé de quitter mon mari. Je me suis fait tabasser, je me fais insulter par mon frère parce que je suis dans le collectif. Donc, c'est vraiment une problématique qui est, pour moi, je ne vois pas le bout. Je me dis, le travail est tellement titanesque que pouvons-nous faire, nous? Il faut vraiment que nous soyons vraiment solidaires, je pense, au niveau international, afin de pouvoir contrer ce fléau qui touche l'Europe.
Parce que si il est arrivé dans le quartier, il va pas tarder à arriver ailleurs. Il y est déjà. Et quand je vois l'attitude de nos politiques qui, pour un électorat, soutiennent ce salafisme et ce communautarisme, je ne suis pas rassurée. Beaucoup, Malika. Oui, Naïla, en fait, peut-être revenir, c'est ça, sur ton expérience, compte tenu du fait que tu travailles donc avec les réfugiés, l'immigration, notamment donc sur la question des femmes, et tu as été l'une des premières peut-être à dire que l'immigration se décline aussi au féminin, que nous recevons, en tout cas quand je dis nous, c'est-à-dire que l'Allemagne, certes l'Allemagne reçoit des réfugiés qui sont hommes, mais qu'elle reçoit aussi des réfugiés qui sont femmes, et qu'il y a peut-être des problématiques qui sont intrinsèques aux femmes et qui sont totalement étrangères aux hommes. Et je sais donc que tu as développé toute une expertise vis-à-vis de cette question. Donc pourrais-tu peut-être nous dresser un tableau général sur la façon avec laquelle donc l'Allemagne a reçu notamment les réfugiés, donc 1,5 million de réfugiés syriens donc depuis 2015, et où on en est aujourd'hui donc de l'accueil de ces réfugiés? Oui, mais justement, quelque part, je voulais un petit peu reprendre ce que Shahla avait dit tout à l'heure, et je ne peux confirmer que ce que Melika a dit. C'est exactement la même chose qu'on vit ici en Allemagne. Moi, je suis arrivée il y a 20 ans maintenant en Allemagne, et il y avait justement beaucoup plus interculturalisme. J'avais des copains à la fac, des Grecs, des Turcs, des Italiens. Et la question de la religion ne s'était jamais posée entre nous. Il y en avait qui étaient plus croyants, certains qui l'étaient pas, certains qui étaient athées, mais c'était pas ce qui nous intéressait du prime abord. Et rien que par exemple par rapport à la question du voile ou de l'intégration des femmes, c'est vrai que l'Allemagne a refusé pendant très longtemps de se voir comme un pays où il y a beaucoup d'immigrés. Il y avait quelques femmes qui portaient le voile, c'était beaucoup plus des femmes d'un certain âge qui travaillaient dans les usines ou comme femmes de ménage, c'est vrai. Donc, il n'y a pas eu vraiment des structures. Moi, je sais quand je suis arrivée en Allemagne, c'est mes parents qui m'ont financé mes cours d'allemand pour apprendre la langue, pour aller à la fac. Or, depuis, j'ai fini mes études en 2005 et ça avait commencé juste un petit peu avant. Donc, 2005, ça a commencé. On donne des cours d'intégration gratuits, des cours d'allemand gratuits aux immigrants. Donc, en fait, il y a eu toute une structure qui a été bâtie justement pour faciliter l'intégration des immigrants, mais de quelle que soit la nationalité. Par la suite, par exemple, j'ai enseigné dans ces cours-là, il y avait aussi des Italiens, des Polonais, des Espagnols, etc. Et il y avait à ce moment-là très peu de femmes qui portaient le voile. Et quand je vois l'évolution en 20 ans, en fait, il faudrait beaucoup plus parler d'une régression. Parce que c'est exactement ce que Melika décrit. Donc, c'est peut-être pas dans tous les quartiers, mais il y a beaucoup de quartiers où beaucoup de femmes comme moi, issues de l'immigration, de culture musulmane, parce qu'on nous reconnaît. Alors, moi, j'aime bien quand on nous parle du racial profiling des policiers. Moi, je connais le racial profiling des gens de ma communauté qui, dès qu'ils me voient, ils reconnaissent que je suis maghrébine. Alors, du coup, j'ai pas le droit de porter de jupe, j'ai pas le droit de fumer de cigarettes, j'ai pas le droit d'interagir avec des hommes qui sont des hommes en tout court. Et donc il y a eu donc cette structure d'intégration qui a été mise en place en Allemagne, mais un petit peu ce que Shahla expliquait, c'est que dans ces cours, la composante droit des femmes était pratiquement inexistante. Donc, pour des personnes qui viennent de pays où justement l'égalité entre les femmes et les hommes n'existe pas, ou qu'elle n'existe peut-être que sur le papier au niveau de la loi, mais qui n'est pas vécue. Donc, c'est très difficile pour ces personnes, quand elles arrivent ici, de jour au lendemain, de respecter cette égalité, de respecter la dignité de la femme. Et ce n'est que justement après les événements à Cologne qu'on a changé le programme
de ces cours d'intégration où on a commencé à parler un petit peu plus des droits des femmes. Sauf que, moi je dis toujours, hein, quand une personne a été socialisée pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans dans un pays où ses droits ont toujours été bafoués, c'est pas en 60 heures ou en 100 heures de cours que la personne va devenir tout de suite vive l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est tout un processus qui doit être fait, c'est un travail qui doit être fait à long terme. Et par exemple, justement, à l'arrivée des réfugiés en Allemagne, effectivement, la majorité, c'était des hommes. Et les structures qui ont été faites, en fait, se sont dirigées que vers ces hommes. Moi, je me rappelle, j'allais dans les centres de réfugiés pour les pousser à apprendre la langue. Et il n'y avait que des hommes qui s'inscrivaient au cours. Il n'y avait pas de femmes. Et quand je demande, et j'étais l'une des seules enseignantes qui s'était rendue compte de cela, et quand je lui ai demandé où se trouvent les femmes, et ben c'était voilà, elles doivent s'occuper des enfants. Il est hors de question qu'elles sortent dans la rue, c'est beaucoup trop dangereux. Alors j'étais là, je fais bon, d'accord, en Allemagne, oui, c'est dangereux, mais ça peut être dangereux pour tout le monde et à n'importe quel moment. Ou bien, par exemple, il est hors de question que ma femme, comment on appelle ça, visite un cours mixte. Bon, effectivement, à ce moment-là, les associations féministes ont commencé aussi à parler parce qu'on a eu énormément de cas et on les a jusqu'à aujourd'hui, des cas de violence dans les camps de réfugiés, dans les centres d'accueil de réfugiés. On a eu des viols dans les centres de réfugiés. On a eu des mariages précoces dans les centres de réfugiés. Le problème, c'est que les assistantes sociales n'étaient pas préparées à gérer tous ces problèmes-là. Et ensuite, on retombe encore une fois dans ce relativisme culturel, dans le sens où on commence, enfin moi j'avais des assistants sociaux et des assistantes sociales qui me disaient oui, mais bon, c'est leur culture, ces jeux, ça se passe comme ça, mais voilà, ils ont dit qu'ils allaient régler ça entre eux, etc. Et moi je dis non, je suis désolée. On a des lois en Allemagne, elles sont valables heureusement pour tout le monde, en tout cas en ce qui concerne la violence, elles concernent toutes les femmes, quelle que soit la culture dans laquelle la culture d'où elles viennent ou la religion qu'elles ont, etc. Il faut justement ne plus culturaliser les violences. Il faut prendre les droits, voilà. Même s'il faut prendre cet aspect en compte pour analyser, pour prévenir, il ne faut pas rester toujours dans cette fausse argumentation de c'est leur culture, c'est leur religion. Moi, ça me fait rire quand on me dit c'est ma religion, parce que je leur dis sincèrement, entre mon islam à moi et l'islam de mes amis turcs alavites ou mes amis soufis, c'est des applications complètement différentes. Et voilà, il y a tout ce travail à faire là. Et justement, exactement comme Melika, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus difficile parce que non seulement on a d'un côté à lutter contre ces islamistes qui ont énormément de financement, qui ont une super stratégie pour avancer à travers toutes les institutions. Aujourd'hui, en Allemagne, qui s'occupe de l'intégration des réfugiés? Ce ne sont pas des groupes séculiers, ce ne sont pas des groupes qui revendiquent l'égalité entre les femmes et les hommes, entre les juifs et les musulmans. Ce sont des groupes qui, comment on appelle ça? Communautarisés. Des associations musulmanes. En fait, j'ai même pas envie de les appeler musulmanes, mais j'ai envie d'appeler des associations islamistes. Là, il n'y a pas longtemps, il y a eu encore comment on appelle ça, une structure qui a été mise en place, intégration par la religion. Et je trouve ça quand même très grave. Donc, c'est vrai qu'on est en Allemagne, c'est pas un État laïque, c'est un État séculier où il y a une très grande coopération avec les institutions religieuses, où les églises ont de très grands avantages. Mais je trouve ça quand même très grave que quand il s'agit de réfugiés issus majoritairement de l'Irak, de la Syrie, de l'Afghanistan, on pense automatiquement à les intégrer de manière religieuse. Alors moi, à chaque fois, justement, quand je travaillais dans ces centres ou quand j'étais active dans ces centres, les Érythréennes, elles ne sont pas musulmanes. On fait comment pour les intégrer si on ne leur propose pas des structures justement pour les accueillir?
En 2001, après la guerre en ex-Yougoslavie, les réfugiés qui sont venus, on les a pas intégrés par la religion. On n'a pas demandé à ce qu'il y ait des groupes musulmans ou chrétiens qui les prennent en charge. Et moi, c'est justement cette différenciation qui me fait très, très peur. Donc, il y a d'un côté les financements, d'un côté le fait que l'État allemand travaille de plus en plus avec ces islamistes, et d'un autre côté que, ben, justement, nous, les femmes universalistes, pour la laïcité, maintenant, qu'on soit croyante ou qu'on soit pas croyante, on a vraiment beaucoup de mal à se faire entendre, on a beaucoup de mal à aller dans les communautés, parce qu'avant, justement, le but, c'était moi, quand je suis arrivée en Allemagne, donc au début des années 2000, l'une des revendications des féministes de gauche, c'était les femmes issues de l'immigration doivent parler elles-mêmes de leurs conditions de vie. Et c'est là où ils ont commencé à parler des mariages précoces, etc. Aujourd'hui, nous, on est mises de côté, on est taxé d'islamophobes, de musulmanes, de racistes anti-musulmanes, etc., parce qu'on parle de certaines violences faites aux femmes, et on va chercher justement beaucoup plus des femmes islamistes, des femmes qui portent le voile, qui vont faire justement ce travail auprès des femmes. Et bon, après, moi, je me pose la question, comment ce travail se fait réellement. Et quand je vois, par exemple, moi, on a toujours dit, je pense que là, vous n'allez pas me contredire, tout commence par le voile. À chaque fois, on me dit, non, Neila, tu exagères, tu vois tout trop noir, etc. Et c'est pas vrai, parce que en 2003, 2001, quand je suis arrivée en Allemagne, on parlait seulement du voile chez les femmes adultes. Aujourd'hui, le niqab est accepté en Allemagne. Le niqab est considéré comme une tenue vestimentaire qui fait preuve de l'émancipation de la femme. Et on me parle aussi du voilement des fillettes comme étant le libre choix d'une gamine de 14 ans. Et ça, c'est une évolution en 20 ans. Et je trouve ça, enfin, surtout moi, concernant le voilement des fillettes, pour moi, c'est un abus de mineur. Et que les gens, quels que soient les Allemands, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs convictions, ne se lèvent pas tous pour l'interdiction du voilement des fillettes, moi, je trouve ça tellement lâche, parce qu'en fait, ils sont en train d'abandonner les petites filles musulmanes. Et j'espère quand même que le déclic va arriver. Je veux quand même essayer de garder espoir, et je garde espoir quand je vous vois ici à cette discussion. Alors, juste pour relancer, donc avec quelques remarques et quelques observations. D'abord, ce qui se dégage, c'est, disons, un clientélisme politique qui est présent, je veux dire, dans tous les pays. Donc, il y a une responsabilité de la part du politique qui est totalement, disons, abandonnée. Deuxième remarque, c'est les contradictions et les ambiguïtés des États eux-mêmes. C'est-à-dire que il y a des États qui ne sont pas allés jusqu'au bout de leur sécularisation. Il y a des États qui continuent de financer des cultes. Il y a des États qui continuent de laisser une partie de leur territoire, comme en France, donc gérée d'une façon particulière. Bref, disons, ces contradictions et ces ambiguïtés permettent précisément aux demandes des islamistes d'aboutir, puisque, donc, troisième remarque, leur politique d'entrisme et leur politique, en tout cas de la liste d'épicerie toujours présente à tous les niveaux, eh bien, arrivent à obtenir des résultats conséquents. Et quatrième, donc, remarque, un certain manque d'initiative, disons, de la part des laïcs, et notamment de la part des laïcs de culture musulmane. Alors, je ne sais pas comment dire, est-ce que c'est un manque d'initiative, est-ce que c'est une faiblesse organisationnelle, est-ce que de l'autre côté, ils sont trop forts, alors nous, on est trop faibles? Je ne sais pas véritablement comment le dire, mais en tout cas, ce que je constate un éparpillement
je constate un manque de réseautage. Je constate aussi un manque de collaboration entre les différentes organisations ou bien entre aussi les différentes personnes qui sont dans des pays différents, qui vivent pourtant les mêmes réalités. Alors c'est vrai que les laïcs aiment bien et les humanistes aiment bien se péter les bretelles et dire on est internationaliste, on est universaliste, mais je dois dire que dans les faits, ils agissent véritablement comme des provinciaux. Et les islamistes, eux, agissent véritablement comme des internationalistes, c'est-à-dire qu'ils ont compris qu'il fallait agir au-delà des frontières. C'est pour ça qu'on parle de l'international islamiste. Alors, tout ceci n'est pas une fatalité. Évidemment, on ne s'est pas réunis aujourd'hui pour se lamenter et pour faire la liste, même si elle est longue, eh bien, des difficultés que nous rencontrons. Je pense que nous sommes toutes véritablement des femmes déterminées, des femmes aussi qui portons de belles valeurs, de beaux principes, parce que les valeurs humanistes, les valeurs de tolérance, les valeurs d'émancipation, les valeurs d'égalité, ce sont des belles valeurs. Il s'agit maintenant évidemment de les affirmer, il s'agit aussi de les transmettre parce que nous avons un défi vis-à-vis des nouvelles générations qui ne comprennent pas toujours les enjeux, qui sont aussi travaillés par un certain relativisme culturel parce qu'il est évidemment beaucoup plus facile de dire oui que de dire non. Et donc, ils sont, disons, entraînés dans une espèce de paresse intellectuelle qui les place dans une position de confort vis-à-vis des différentes demandes. Donc, bref, les défis sont nombreux et j'ai envie de dire alors que faire et quelle stratégie adopter. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes réunis ensemble, nous sommes 6. Rebecca est derrière en train de tirer donc toutes les ficelles et d'établir donc les connexions et de veiller à ce que la technique marche. Merci Rebecca. Mais sérieusement, que pouvons-nous faire dans un climat aussi délétère, face à des adversaires redoutables et face aussi à un véritable potentiel, parce qu'il existe dans l'ensemble des pays dans lesquels nous vivons un véritable potentiel, des gens épris de justice, d'humanisme et qui veulent agir. Alors, que faire, mesdames? Moi, j'aimerais juste revenir, si tu permets, Jamila, parce qu'en fait, je suis d'accord avec le constat que tu fais, mais là où je mettrais un bémol, c'est par rapport à la façon dont les laïcs agissent. Je pense qu'il ne faut pas oublier, et il faut justement le souligner, que si les Occidentaux n'avaient pas, comment dirais-je, n'avaient pas déroulé le tapis rouge à l'islamisme, ils n'auraient pas progressé. Tu as vu la difficulté que tu avais quand tu t'es lancé en politique, tu as vu la difficulté que tu avais quand tu as, comment dirais-je, publié ton livre. Et comment veux-tu, d'un côté, les islamistes, ils ont l'argent, ils reçoivent l'argent dans les pays où ils sont installés. Les politiques du pays ferment les yeux et refusent de voir d'où vient cet argent, parce qu'ils ont énormément d'argent, étant donné qu'ils en distribuent, alors que, par ailleurs, si par exemple, je vois n'importe quelle autre association reçoit des dons, on cherche absolument à savoir d'où ils viennent. De notre côté, aujourd'hui, si je prends, comment dirais-je, le Québec, le pays où je vis plutôt, c'est un pays qui, le Québec a déconfessionnalisé ses commissions scolaires.
D'accord? Alors, donc, ça fonctionnait très bien. On est allé avec la Révolution tranquille vers une égalité entre les hommes et les femmes. Et cette déconfessionnalisation, c'est-à-dire on a mis le religieux à l'extérieur du système éducatif pour rendre ce système éducatif, c'est-à-dire une école du savoir qui reçoit tous les enfants de toutes les confessions et qui sont accueillis justement pour essayer de créer un vivre ensemble. Une société. Une société, voilà, une société, une nation qui se reconnaissent dans les valeurs universelles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et tu le sais très bien, Jamila, il s'est passé qu'en 2006-2007, on a réintroduit la religion dans les écoles québécoises. On l'a réintroduit à travers un cours qui s'appelle éthique et culture religieuse. Et je suis dans les écoles depuis quand même 2003, je suis dans les écoles québécoises, et j'ai vu comment parce que c'est à l'intérieur des écoles qu'on forme les générations futures, qu'on forme comment dirais-je, la nation en fait, à qui on donne certaines valeurs. Et si à partir de l'école, à partir de l'âge de 6 ans, en première année, vous inculquez à l'élève que toutes les cultures se valent, toutes les valeurs se valent, et vous montrez à ces enfants effectivement que c'est vrai, on s'est beaucoup, à PDF Québec, on s'est beaucoup intéressé à la partie religieuse dans ce cours. Et les images qui sont transmises à cet enfant, en fait, que effectivement, une femme musulmane, c'est une femme voilée. Et la seule femme musulmane qui n'est pas voilée dans tout le programme, et il y a 6 maisons d'édition qui ont travaillé là-dessus, il y a une seule où la femme n'est pas voilée. On précise sous cette photo que c'est une femme musulmane habillée à l'occidental. Donc, et puis on montre des images de filles, de mariées à l'âge de 6 ans. Alors, je ne peux pas dire que c'est nous je ne peux pas remettre, ça ne veut pas dire qu'on a eu un parcours parfait en tant que laïque, mais ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu on a reçu des coups de toutes parts. On a reçu des coups des politiques, on a reçu des coups de cette gauche qui effectivement était pour les valeurs universelles et qui trouvait que l'islamisme était quelque chose qui était tout à fait acceptable. C'est là justement, c'est qu'on est, comment dirais-je, on est, je ne sais pas le terme battu en fait. On est cerné de tous les côtés. On est cerné de toutes parts. Et tu l'as vécu au Québec, Jamila. Comment au début tu as été reçue, comment après, je ne dis pas tous les médias. Je dis, mais beaucoup de médias nous fermaient la porte. Et ça se passe encore aujourd'hui. Alors qu'eux, ils ont de l'argent, ils peuvent construire des mosquées dans les pays où ils s'installent et on les encourage pratiquement, les politiques soi-disant des pays occidentaux démocratiques encouragent cela. Donc, c'est pour ça que je n'aimerais pas, je ne dis pas qu'on n'a pas fait d'erreurs, c'est sûr qu'on a commis des erreurs et il faut se questionner, il faut revoir là où ça n'a pas été, mais je ne peux pas accepter, et je ne peux pas en fait dire que ils ont été aidés. Ils ont été aidés par les politiques occidentales. Ils ont été aidés par les politiques occidentales. Nous n'avons pas été aidés. Nous n'avons été aidés ni lorsque nous étions dans nos pays et que nous étions en train de nous battre contre l'islamisme. Et on leur disait, rappelle-toi Jamila, faites attention, il faut nous aider aujourd'hui parce que cela va se passer chez vous. Moi, j'ai fait partie du collectif Maghreb Égalité et donc on a travaillé à travers tout le Maghreb pour qu'il y ait un statut personnel unifié pour l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Et je me rappelle très bien, je disais aux Tunisiens, je dis faites très attention. Il faut absolument aider et dénoncer ce que subissent les femmes algériennes en Algérie parce que ça va être votre tour. S'ils ont choisi, si justement, je suis persuadée qu'au niveau international, on n'a pas choisi comme ça, on a choisi d'aider l'islamisme. Je dis, si on a choisi de faire tomber l'Iran et si on a choisi de faire tomber l'Algérie, il faut voir quand même que les situations géographiques, la géopolitique, c'est cela. L'Iran se trouve justement en Asie et l'Algérie, c'est la porte ouverte vers l'Europe. Il y a tout ça à prendre en considération. On ne peut pas juste dire oui,
on n'a pas été aidé. Non seulement on n'a pas été aidé, on a été trahi. On a été trahi par ceux qui portaient les mêmes valeurs que nous. Et ça, il faut le dire, il faut le dénoncer. Quand vous avez aujourd'hui comment dirais-je, je vois des journalistes, regardez la dernière histoire qu'il y a eu pour la jeune Mila. Vous imaginez comment elle a été abandonnée? Et là, ça, on ne peut pas dire que ce ne sont pas les laïcs, c'est les politiques occidentales qui ont choisi cette forme d'islamisme, qui ont choisi comment dirais-je, ce projet pour les pays musulmans, pour, enfin, la nation musulmane, entre guillemets, je ne sais pas pourquoi. Qui est-ce qui a fait que Tariq Ramadan soit aussi connu sur la planète? Mais en fait, c'est bien les médias. On a préféré ce triste individu par rapport à d'autres qui pouvaient effectivement avoir et être religieux, et être croyants, et être pratiquants, mais aussi avoir une ouverture sur l'universel, quelque chose d'incroyable. Vous avez Abdel Nour Bidar, il y avait Malek Chebel, les Ben Chir, etc., le Ben Tounes, et tout ça, est-ce que vous les voyez passer dans les médias? Non, pas du tout. Voilà. Très bien, Leïla. Je pense que tu pointes en réalité la responsabilité des États occidentaux tout à fait. dans la progression de l'islam politique, mais également l'abandon aussi des élites. D'abord et la trahison de leurs propres valeurs et de leurs propres principes, mais aussi l'abandon et le manque de solidarité donc vis-à-vis des démocrates dans les pays musulmans. Je pense que tu as très très bien exposé donc ces deux éléments qui sont en effet cruciaux pour la compréhension de l'état d'avancement de l'islamisme. Alors pour rebondir par rapport à ces deux questions, oui Malika? Moi je voulais dire oui, je partage un peu votre analyse, mais il faut pas oublier que ils sont sur le terrain, ils sont H24, ils ont des ASBL, ils attirent les jeunes, ils font des tas d'activités pour les jeunes. Et je pense que nous devons utiliser les mêmes armes qu'eux. Nous devons aussi aller faire du terrain, nous devons aussi aller vers ces femmes, nous devons aussi parler. Et finalement, on sera plus nombreux qu'eux. On arrivera, en allant sur le terrain, à fédérer autant de laïcs qu'il y a d'islamistes. Et je pense que ce sera porteur. Je veux dire, moi, je reste très, très confiante. Je ne peux pas imaginer que, en tant qu'humain, en tant qu'humaniste, les islamistes vont gagner. C'est pas possible. Donc, moi, je pense qu'il faut être sur le terrain, en même temps qu'eux, utiliser les mêmes armes qu'eux, aller vers ces jeunes, aller vers ces femmes. Et je suis certaine que ça portera. Je suis sûre et certaine. Et surtout, il faut rester unis, comme vous dites. Je pense que c'est important que l'unicité, c'est ça, l'unité reste vraiment au sein de ce collectif, entre les femmes laïques, peu importe. Moi, je pense que l'unité fait la force. Je t'entends pas. Shala? Oui, moi, je pense que c'est la question pour moi, c'est beaucoup plus complexe que seulement la responsabilité des Occidentaux. Il n'y a pas de voix, il y a ma voix. Oui, c'est bien, on t'entend. D'accord. On t'entend, merci. Moi, je pense que, par exemple, tout d'abord, toutes les situations, par exemple, en France, on est dans une situation où la laïcité est reconnue. C'est pas la même chose que le Canada ou Belgique ou ailleurs. Là, en Belgique aussi, il y a une sorte de laïcité. Mais en fait, il faudrait pas non plus globaliser ça veut dire qu'en fait, il y a des traits communs, mais il existe aussi des différences. En France, le milieu laïque a posé une résistance très importante face à cette histoire de l'islamisme et ça continue. Et la France a été quand même, ça veut dire il y a eu quand même de la terreur, il y a eu quand même des histoires, mais la société, il y a un débat social de profondeur. J'y participe, je contribue. Je vais dans les écoles, je suis dans les médias, et tout est divisé. Ça veut dire, il n'y a pas des médias tous d'accord ensemble là-dessus. Il n'y a pas des profs à l'université tous d'accord ensemble. Il y a un rapport de force. Il y a un rapport de force. Le même rapport de force qui existait au moment de la révolution iranienne et après.
Et effectivement, je ne pense pas que c'est seulement les Occidentaux qui ont choisi d'imposer l'islamisme. C'est aussi le peuple iranien et les intellectuels iraniens. Et j'ai écrit d'ailleurs là-dessus, l'élite iranienne qui, pour les différentes raisons que c'est long, je ne peux pas expliquer tout ça, a marché et le monde entier parce que l'islamisme, soi-disant, était une nouvelle utopie. C'est maintenant, après le temps, qu'on voit qu'est-ce que ça veut dire. Mais à l'époque, personne ne savait qu'est-ce que ça veut dire l'islamisme. Tout le monde regardait dans Khomeini, et pas seulement les Occidentaux, je suis désolée, les intellectuels iraniens, les forces de gauche iraniennes. Donc, je pense pas qu'on doit chercher toujours à l'extérieur de nous les raisons qui ont amené. Je suis d'accord que Leïla ne voulait pas dire ça, mais je voudrais quand même compléter, bien sûr, les Occidentaux. Et en plus, quels Occidentaux? Il y a plusieurs Occidents, il y a plusieurs Iran, il y a plusieurs Algéries, et Leïla fait partie d'une Algérie autre. Et vous faites Malika, une autre Maroc. Ça veut dire, en fait, dans chaque pays, il y a plusieurs pays. Il y a un rapport de force. Et dans ce rapport de force, si on pose la question comme rapport de force, on sera amené à identifier les points forts et les points faibles. Sinon, on sera fatalement condamné. Si ce sont les Occidentaux veulent marcher avec ces gens, nous, on est complètement trahis, il n'y a rien comme solution. Moi, je pense que c'est pas ça. Je pense qu'il y a un rapport de force, il y a quotidiennement une lutte qui existe partout. En France, il y a plein de filles dites d'origine musulmane qui ne portent pas le voile. Il y a une minorité active qui fait le problème de l'islamisme, c'est le problème d'une guerre idéologique. C'est une minorité active qui s'est étendue. Maintenant, c'est pas tellement minoritaire non plus, mais ils ont, comme dit Malika, ils agissent. C'est une minorité active qui agit. Et face à cette minorité active, il y a une majorité silencieuse qui n'agit pas, qui n'est pas forcément d'accord, mais qui n'agit pas. Moi, j'étais pour mon roman qui est sur l'exil et tout, j'étais en Belgique, j'étais invitée par une association franco-iranienne et j'étais allée à un quartier près de Molenbeek. Et là, il y a des femmes marocaines qui sont venues me voir en disant, Inch'Allah, nous, on va aller voir notre mère, qui était une femme d'ailleurs, et on leur dit, voilà, nos garçons sont en danger, puisqu'ils ont changé. Ils ont changé. Et nous pratiquons notre islam, etc. C'était des femmes féministes aussi. Mais maintenant, nos garçons viennent nous faire la loi. Il y a quelque chose qui se passe dans le quartier. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un agissement. Et les gens disent non, mais écoutez, c'est l'interculturel. Il faut que les gens puissent agir sur leur culture. Et les maires me disaient, on dit à notre responsable, c'est pas la culture qui est en jeu, c'est le politique qui est en jeu. Et c'est ça, je pense qu'il faudrait vraiment déculturaliser, désacraliser le débat. Il faut voir, et c'est ce que je vous ai dit, 30% des filles qui portent le burqa ici sont des filles qui sont des filles françaises. Voilà, entre guillemets. Et en plus, à la fin, je dirais qu'il ne faut pas justement seulement lier la question à l'immigration. La question de retour de voile. Quand vous allez en Égypte des années d'Umm Kulthum, ça n'a rien à voir avec l'Égypte des années maintenant. Il y avait à l'époque, prenez les photos de la fin de l'université. Vous voyez une fille voilée dans les gens qui ont été diplômés et l'ensemble, la majorité est non voilée. Aujourd'hui, c'est à l'envers. Ça veut dire c'est pas la question de dire ici, là, etc. C'est une question des retours. Moi, je l'analyse de la manière suivante. Maintenant, malheureusement, on n'a pas le temps puisque le sujet est très complexe. Mais vous savez, dans le monde entier, au cours du XXe siècle, il y a eu quand même des évolutions politiques qui ont favorisé un vide politique. L'échec de projets communistes, le fascisme hitlérien, la question des États dans les pays du Maghreb ou ailleurs, les États qui, après la lutte anticoloniale, qui ont refusé d'intégrer les droits démocratiques, qui ont refusé d'intégrer au nom de l'identité islamique, etc. Tout cela a créé un vide. Le mouvement humaniste est en régression. Ça veut dire qu'en fait, sur le terrain,
Il y a des nouvelles idéologies qui sont sorties. L'islamisme fait partie de cette nouvelle idéologie. Il y a aussi les évangélistes. Il y a aussi, et tout ça, ça marche main dans la main avec l'extrême droite. Ça, il ne faut pas oublier. Donc, face à cette idéologie, à cette montée identitaire des mouvements néoconservateurs, maintenant je suis désolée de dire ces concepts, mais c'est normal parce qu'il faut quand même qu'on puisse réfléchir politiquement. Face à cette offensive, nous, vraiment, un des problèmes, c'est qu'une partie importante des gens humanistes et de gauche doivent être convaincus qu'il s'agit d'une idéologie néoconservateur, qu'il ne s'agit pas, ou conservatrice, ou conservateur plutôt, qu'il ne s'agit pas d'un représentant de peuple musulman. Il faut sortir du populisme. Ils savent le faire quand il s'agit, comme tu l'as dit, Jamila, quand il s'agit des évangélistes, ils savent le faire. La gauche et les humanistes savent le faire, que ce soit les libéraux et tout. Ils disent oui, mais c'est une idéologie, c'est pas leur religion. Mais quand il s'agit de l'islamisme, on dit tout de suite c'est leur religion, c'est leur culture. C'est ça qui fait le problème. Moi, je pense qu'il faut vraiment, et le jour où on comprendra que le voile n'est pas un principe islamique, comme dit Khaled Ben Cheikh, qui est, pour votre information, aujourd'hui à la tête des fondations de l'islam de France. Et ça veut dire il agit aussi. Il y a des autres aussi agissent. Il y a un paquet de gens qui se disent musulmans ou de culture musulmane qui agissent, qui sont en train d'agir. Maintenant, le problème, c'est le suivant. C'est qu'il faudrait que, par rapport à notre sujet qui est quand même la question de voile, il faudrait qu'on sort quand même de l'idéologisation de questions, qu'on ne dise pas toute femme voilée n'est pas une islamiste. Toute femme voilée, les femmes voilées peuvent porter le voile pour les différentes raisons, les raisons éducationnelles, les raisons autres. Mais ce qui est très clair, c'est que les islamistes ont mis leur offensive sur le voile. Leur propagande et c'est par le voile qu'ils travaillent le reste des questions, l'éducation des enfants, etc., etc., etc. Et donc, c'est un sujet majeur politiquement. C'est pas un sujet seulement des femmes, c'est un sujet de la société, de rapport entre hommes-femmes, de droits des citoyens. Et tant qu'on n'arrive pas à voir, et quand on voit en Amérique, on voit que par exemple la lutte antiraciste passe par le fait qu'il faut accepter le voile, c'est au détriment des droits des femmes. C'est pas, on va pas aller tirer le voile sur la tête des femmes, c'est pas ça qu'on va faire. Mais on voudrait avoir un débat sur les enjeux politiques de ce retour de ce symbole partout, depuis l'Égypte jusqu'à la France, jusqu'au Belgique, et le cas iranien, ça veut dire, pour revenir à le livre que tu as dit sur le Simone de Beauvoir, je finis, c'est que la jeunesse iranienne actuellement, ce que j'ai dit dans ce livre qui s'appelle le rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir, je travaillais sur le blog des jeunes. Les jeunes iraniens n'en peuvent plus, que ce soit femmes ou hommes. Ils veulent des droits humains universels. Et les gens, les féministes occidentales, qui sont dans cette culpabilité de dire est-ce que nous, on est en train d'imposer notre culture, il faut qu'ils regardent la jeunesse iranienne, il faut qu'ils regardent la jeunesse émancipée de Maroc, ailleurs, Égypte, etc. Il faut qu'ils comprennent que la demande de ça veut dire en fait la demande d'autonomie, toute cette demande de liberté est une demande qui n'est pas, ça veut dire, c'est ce que dit Leïla, est très, très choquant. Ça veut dire quand il y a une femme qui ne partage pas les valeurs islamistes, on dit occidentalisée. Ça veut dire quoi, occidentalisée? Je finis par là. Est-ce que les femmes en Occident les féministes qui ont fini leur vie dans les hôpitaux psychiatriques au début du siècle ou avant, est-ce qu'elles venaient de la France ou elles venaient de Mars? Elles venaient d'où? C'était occidentalisé, c'était qui? C'est quand même des luttes pour les droits humains, pour les droits des femmes, pour la liberté, pour l'autonomie. Il ne faut pas les mélanger, il ne faut pas les faire des luttes identitaires. C'est ça le problème. Puisqu'on est dans une époque où les mouvements identitaires sont en train de monter, il faut comprendre que l'islamisme est devant de la scène. Voilà, c'est ça que je dis. Et il faudrait qu'on puisse aller dans ce champ politique bataillé.
Merci beaucoup Shala pour cette analyse. Je pense que on va peut-être clore ce séminaire. Pardon Laïla, ton micro est fermé. Ton micro Laïla. Mais j'ai pas touché mon micro. Ah, c'est bien, on t'entend. Tu voulais dire quelque chose? Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui. Je suis tout à fait d'accord avec Laïla, s'il te plaît. Oui, c'est ça. En très peu de temps, parce que là, c'est le temps de conclure. Je crois qu'il y a quelque chose qui est fondamental et qu'il faut absolument dire. Hein. Je ne dis pas que tout est noir. On a fait du travail du terrain. J'ai fait du travail du terrain en Algérie. Quand un islamiste ou une islamiste allait faire du travail du terrain pour sensibiliser les jeunes, cet islamiste, qu'il soit homme ou femme, n'était pas violenté. Nous avons été violentés, nous avons été tués. Et c'est la même chose que nous subissons, que ce soit en France, que ce soit... Il y a des témoignages de femmes qui disent qu'elles ont du mal à aller travailler dans les quartiers, justement pour sensibiliser les jeunes. Ça aussi, il faut le prendre en considération et il faut le dénoncer. C'est-à-dire on en sait quelque chose, Malika. Exactement, voilà, c'est ça justement. Donc, tout à fait, de dire qu'on va pas sur le terrain, on va sur le terrain, mais on va au péril de notre vie. Moi, un islamiste qui va faire un travail de terrain, moi, je le menace pas. Je ne le menace pas. C'est-à-dire on a deux façons d'agir justement pour le bien commun. Nous avons le nôtre et ils ont le leur. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'ils usent de violence. Un laïc, un séculier, comment dirais-je, un humaniste n'usera jamais de violence. Et si nous, justement, nous ne dénonçons pas cette violence qu'ils nous font subir, c'est une violence qui va quand même jusqu'au meurtre. C'est une violence qui va jusqu'au meurtre. Quand on prend l'enseignant qui n'a fait que parler des caricatures de Charlie Hebdo, on aurait pu lui opposer d'autres caricatures, une autre littérature. Ce qu'on lui a opposé, c'est un couteau qui lui a tranché la gorge. Ça aussi, il faut le dire. Absolument. Donc, ces gens-là ne sont pas tous bien gentils, bien. Il faut faire le travail à plusieurs niveaux. Je suis d'accord avec toi, Shala, qu'il faut effectivement faire un travail au niveau, comment dirais-je, intellectuel pour réfléchir à tout cela et tout. Le travail doit se faire à plusieurs niveaux. Mais dans tout ce travail, attention, nous sommes attaqués physiquement et nous risquons de perdre notre vie. Ça, il faut le dire. Bien sûr, bien sûr. Merci Laïla d'avoir rappelé évidemment cette épée de Damoclès qui pèse sur la tête aujourd'hui de tout démocrate, de toute femme, de tout homme qui est engagé pour disons ces grandes valeurs de laïcité, de droits des femmes et contre ce combat et pour ce combat contre l'islam politique. C'est-à-dire que oui, c'est vrai, parmi toutes ces idéologies qui sont mortifères, il y en a une qui se détache de toutes les autres parce que celle-ci d'abord, on n'ose pas la nommer comme étant une idéologie totalitaire, mais pire encore, cette idéologie utilise la violence pour tétaniser, pour violenter, pour faire taire, pour semer la mort et la peur dans le cœur des gens. Et ça, je pense que tu as très bien fait de le rappeler, comme tu as aussi bien fait de rappeler que certes, les États occidentaux, et là je parle des États, donc je parle des politiques, ont fait le choix des régimes à un moment donné, comme ils ont fait le choix des frères musulmans à un autre moment. Et peut-être que les seuls qu'ils n'ont pas choisis, ce sont les démocrates. Ils n'ont jamais misé sur les démocrates et nous pouvons en témoigner. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il était question d'avoir une analyse ou d'avoir une discussion avec des acteurs privilégiés de la société, eh bien, ils passaient soit par les régimes, soit par les islamistes. Et donc, je pense qu'il faut aussi sortir de ce paradigme-là, sortir de ces choix, parce que ces choix, d'abord,
insécurisent leur propre pays et ils ne permettent pas l'émergence de la démocratie dans les pays musulmans. Donc, s'il y a bien une recette qui est perdante, c'est bien celle-là. La seule alternative qui existe, c'est l'alternative des démocrates, l'alternative des humanistes, l'alternative des universalistes qui privilégient évidemment le respect de la dignité et les droits des femmes. Donc, merci infiniment, chère Shala, chère Naïla, chère Malika, Rebecca, Leïla, en tout cas, toutes les femmes qui nous ont suivies. Certainement, on va rebondir avec un autre séminaire et je vais céder la parole à Naïla pour qu'elle puisse dire quelques mots. Merci infiniment, ça a été vraiment un privilège de pouvoir animer ce panel. Merci. Merci beaucoup, Jamila, de nous avoir soutenus, d'avoir participé et modéré la discussion. Et merci beaucoup à vous, intervenantes de différents pays, vivant dans différents pays, et d'avoir participé et de voir finalement que voilà, la situation, il ne s'agit pas que du voile, mais de tout ce qui se trouve derrière le voile, et que tout ce qui se trouve derrière le voile est très complexe, qu'on a beaucoup à faire, mais qu'on n'abandonne pas. L'idée avec Rebecca Schoenbach de ce premier panel international avec vous est à l'occasion de la journée du 10 juillet, qui est la journée mondiale des femmes sans voile. Et justement, moi, je voudrais aujourd'hui, et je pense qu'on est toutes là ici aujourd'hui, pour rendre honneur non seulement à ces femmes sans voile d'Aubervilliers qui ont lancé cette initiative en 2015, mais aussi et surtout particulièrement à toutes les femmes dans les pays dits musulmans, en Iran, qui ont lancé le hashtag Wed Wednesday, Free from Hijab, les Algériennes qui ont lancé le hashtag Sijinet fil Hijab fil Jazair, donc les prisonnières du voile en Algérie. Alors, moi, c'est ces femmes-là courageuses qui, justement, subissent tous les jours des violences physiques, morales, structurelles, etc., qui se battent quand même contre ce voile. Je voudrais qu'on leur rende honneur. Il faut qu'on parle de ces femmes, il faut qu'on parle de leurs actions. C'est très important de montrer aussi qu'il y a ces résistantes-là, même aussi en Occident, dans les communautés. Et on continue le travail. Solidaire, la solidarité internationale des femmes universalistes. Naïla, juste une petite précision. En fait, la journée internationale des femmes contre le voile, ça vient du Québec. Hein. C'est une initiative québécoise qui a été reprise par les femmes d'Aubervilliers. Tout à fait. Bravo, bravo les Québécoises, alors. Pardon? Bravo les Canadiennes. Les Québécoises, les Canadiennes, elles ne sont pas laïques. D'accord. Multiculturalistes et communautaristes. Bravo les Québécoises, alors. Ouais. Et le symbole justement de cette journée qui s'appelle aussi la journée des marguerites. Alors, toutes celles et ceux qui voient, il y a aussi des hommes qui nous soutiennent dans nos actions, dans notre engagement, de porter le 10 juillet, à partir de maintenant. Moi, j'invite tout le monde, c'est ce que je fais depuis quelques années, que le 10 juillet, je porte une marguerite pour rendre honneur à toutes ces femmes qui se battent contre le voile et tout ce qui se cache derrière le voile. Bravo, merci beaucoup. En tous les cas, ça m'a fait plaisir de connaître Shahla, de connaître Malika et puis à d'autres rencontres. Plaisir partagé. Réciproquement. Vraiment, c'est très apprécié. Pardon? C'est très apprécié. Au revoir. Merci. Ciao, Au revoir. Top, top. Ciao, ciao.